Jean-Yves Le Sceau aimerait savoir si les Russes ont le syndrome de Stockholm vis-à-vis de Vladimir Poutine. Non, enfin je ne pense pas. Pour ceux des internautes qui ne le sauraient pas, ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm fait référence à une prise d'otage qui a eu lieu dans les années 60, je crois, dans la capitale suédoise, et où après plusieurs jours de négociations, lorsque les policiers étaient intervenus, ils avaient eu la surprise de découvrir, c'était même peut-être plusieurs semaines, je ne me rappelle plus les caractéristiques exactes de cette affaire, ils avaient eu la surprise de découvrir que les personnes qui avaient été prises en otage, en fait, avaient adopté le point de vue de leur ravisseur. Et ça, c'est ce qu'on a appelé depuis lors le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que, d'un point de vue psychologique, pour ne pas dire psychiatrique, lorsque quelqu'un comment dirais-je, est mis sous l'autorité, la menace de quelqu'un, au bout d'un certain temps, il finit par approuver et par faire sienne les pensées de son tortionnaire. Voilà. Alors, la question de cet internaute est un peu provocatrice. Non, je ne pense pas du tout que ce soit ce réflexe. Je pense que la réélection de Vladimir Poutine est un énorme événement géopolitique. Il est réélu donc jusqu'en 2024 pour 6 ans. Il a 66 ans, il sera donc chef de la Russie jusqu'à l'âge de 72 ans. Pour un quatrième mandat. Alors la presse occidentale a poussé des cris scandaleux, quatrième mandat, potentat. Ce qui était un peu fâcheux, c'est que c'est également un quatrième mandat que vient d'entamer Madame Merkel. Donc il était un peu fâcheux. Donc là, et du coup, ils n'ont pas trop osé attaquer Vladimir Poutine là-dessus. J'ai vu des attaques incroyables aussi qui m'ont fait quand même rire jaune. Lorsque je vois la presse française qui dit oui, ça j'ai vu ça dans Le Monde, Vladimir Poutine a été élu alors qu'il n'avait aucun programme économique. Bon, j'ai commencé cet entretien en rappelant Pensez printemps, les amis. Bon, le programme économique de monsieur Macron, est-ce que monsieur Macron avait dit dans son programme qu'il allait privatiser la SNCF? Non, pas du tout. Est-ce qu'il a dit qu'il allait remettre en cause l'affaire du quotient familial? Non, pas du tout. Est-ce qu'il avait annoncé clairement qu'il allait baisser les retraites? Pas du tout. Il suffit de voir d'ailleurs que les retraités sont vent debout en France. Moi, j'en ai vu beaucoup sur le terrain qui sont très très mécontents. Est-ce qu'il avait dit qu'il allait céder le TGV à l'Allemagne? Pas du tout. Non, il avait dit Pensez printemps. Voilà. Et le journal Le Monde qui a soutenu Macron, alors se scandalise parce que M. Poutine n'aurait pas présenté un programme économique très précis. Bon, voilà. Dans le même genre de facéties et de gags assez scandaleux, j'ai vu que la presse occidentale a pointé du doigt les innombrables irrégularités qui avaient eu lieu en Russie, et notamment le fait que l'élection paraissait jouée d'avance. Ah tiens donc, faut-il rappeler que c'est l'annonce que M. Macron serait élu président de la République nous avait été faite aimablement 1 an et demi auparavant par Jacques Attali, sur un journal de TF1. Faut-il le rappeler au journal Le Monde? Faut-il rappeler que pendant des mois, tous les médias, les grands médias nationaux français ont expliqué à qui voulait l'entendre que Macron était plus génial, tu meurs, quoi. C'est le truc, incroyablement, le génie du millénaire. Heureusement qu'on l'avait, c'était le type qu'il fallait, absolument extraordinaire. Voilà. Et les autres étaient présentés comme de la gnognotte. Faut-il rappeler que sur TF1, il y avait eu un débat avec les grands candidats. Faut-il rappeler le scandale qui existe en France de la diversité, de la disparité des temps de parole. J'ai vu, il y avait un média qui disait oui, c'est scandaleux en Russie, ils n'ont pas eu le même temps de parole. Mais ah bon? Ah bon? Je rappelle que moi, d'après les relevés du CSA, dans la période d'équité, j'ai eu droit à 1% du temps de parole, quand M. Macron a eu droit à près de 30% du temps de parole. Madame Le Pen a quelque chose comme 24%, et M. Mélenchon a quelque chose comme 20%. Est-ce que c'est normal? Est-il normal que moi, j'avais, me semble-t-il, la même dignité de candidat, puisque j'avais, comme les autres, obtenu plus de 500 parrainages? Ça veut dire que les maires, les 587 parrains que j'avais eus, qui avaient signé ma candidature, ont été considérés comme des sous-maires. Hein, c'est des maires de seconde zone, c'est-à-dire que leurs candidats ne pouvaient avoir droit qu'à 1% du temps de parole, tandis que M. Macron, qui d'ailleurs ne s'était présenté à aucune élection auparavant, lui, il avait des maires d'une autre extrace, c'est-à-dire que lui, il avait le droit à avoir 30% du temps de parole. Alors toutes les critiques sur la Russie sont nulles et non avenues venant de la sphère occidentale.
Je ne dis pas pour autant que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors moi, j'ai regardé à la loupe ce qui s'est passé. Il s'est passé qu'il y a un pays qui a massivement voté pour Vladimir Poutine, que ça ne m'étonne absolument pas, puisque j'ai eu l'occasion de me rendre en Crimée à l'occasion du 70e anniversaire de la victoire soviétique sur le nazisme. C'est un pays que je connaissais pour être allé en Union soviétique en 1985, en juillet 85, quelques mois après la prise de fonction de Gorbatchev. Moi, je venais de sortir de l'École nationale d'administration, je venais de sortir de l'ENA. On était parti avec quelques amis de l'ENA en URSS, donc en 85. J'y suis retourné ensuite. Il y a donc quelques années, il y a 3-4 ans à Saint-Pétersbourg. J'y suis retourné en Crimée. Je peux dire en conscience qu'il y a un très fort soutien de la population russe à Vladimir Poutine, et ce soutien s'est accru. Et c'est d'ailleurs normal lorsque on regarde les résultats obtenus par Vladimir Poutine. Et je ne suis pas l'ambassadeur de la Russie, je ne suis pas payé par Vladimir Poutine, je n'ai pas reçu un copec de Vladimir Poutine. J'en profite d'ailleurs pour annoncer publiquement que j'ai lancé une procédure en diffamation contre un journaliste qui, au moment où j'avais été invité sur Russia Today lors de son lancement de chaîne de télévision, qui d'ailleurs ne m'a toujours pas invité, j'avais été invité au pavillon d'Armenonville, et j'avais trouvé dans le journal, je sais plus, Télérama, il y avait comme quoi j'étais allé chercher les valises de billets données par la Russie, et que c'est pour ça qu'on avait des affiches. Donc là, je viens d'attaquer en diffamation, et nous allons voir dans un prétoire quelles sont les preuves que ce journaliste a contre moi. Mais à part ça, il paraît que c'est moi le complotiste. Hein. Non, ce sont ceux qui lancent des affirmations. Alors c'est pas pour autant que je vais me taire et que je ne vais pas dire la vérité. La vérité, c'est que Poutine est très populaire dans son pays. Il a des opposants. Mais le premier opposant, hein, mine de rien, celui qui a dépassé les 2 chiffres et qui a fait 12%, c'est le candidat du Parti communiste, hein, qui d'ailleurs a fait plutôt une contre-performance, parce que c'est un type qui avait fait, c'est un businessman, enfin il était candidat du Parti communiste, mais c'était quand même un homme d'affaires. Mais précédemment, le Parti communiste avait fait 17%, là il a fait 12%. Mais on n'en parle jamais dans la presse. Dans la presse, on fait croire que les opposants à Poutine seraient le type qui n'a pas réussi à se présenter, qui s'appelle Alexis Navalny, qui avait d'ailleurs appelé à l'abstention. Donc on allait voir ce qu'on allait voir. En fait, il y a eu une baisse de l'abstention, une augmentation de la participation. Ce qui fait que ce Alexis Navalny, dont les médias occidentaux ont plein la bouche, ne représente en fait rien. Et c'est vrai qu'il a été interdit d'être présenté parce qu'il a un casier judiciaire qui est chargé. Ce que je trouve très bien d'interdire aux gens qui ont un casier judiciaire de se présenter. Et d'après ce qu'on a dit, ce que j'ai lu, une équipe allemande l'a vu, le Alexis Navalny, sortir de l'ambassade des États-Unis à Moscou, comme par hasard. Donc, encore une fois, moi je ne suis pas là pour soutenir mordicus Poutine. Il y a des problèmes en Russie, mais il suffit de comparer ce qui est la Russie d'aujourd'hui par rapport à ce qu'était la Russie de Boris Yeltsin vers les années 95-2000. C'est le jour et la nuit. Et il y a eu récemment un débat sur je ne sais pas quelle télévision où Jean-Pierre Thomas, qui est un député, a renvoyé dans ses buts un journaliste en montrant, en comparant terme à terme le niveau de vie, le PIB en parité de pouvoir d'achat entre la Russie et la France, le niveau de vie, l'endettement, le taux de chômage, etc. Bon, on n'a pas de leçon à donner à la Russie parce qu'on dit oui, Poutine aurait des succès internationaux, mais à l'intérieur ce serait une catastrophe. Non. Il y a beaucoup moins de chômage, il y a un endettement de 20% du PIB, l'endettement public contre 96% en France, le taux de chômage est moitié moindre qu'en France, le niveau de vie est à peu près comparable, donc il n'y a pas de quoi dire que jouer les cocoricots sur cette affaire. Voilà ce que je pense. Je pense qu'effectivement, Vladimir Poutine, que ça plaise ou pas aux Occidentaux, ça c'est une autre affaire, je pense qu'il restera comme un grand homme d'État dans l'histoire de la Russie.